Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme féminin avec le débrief de Liège-Bastogne-Liège-Dames. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. On parlera bien entendu des coureuses au top et des flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Cette semaine, Tour de Romandie, débrief également du Grand Prix de Formule 1 de Chine. Et puis, on commence à arriver sur le Giro aussi, tout doucement. Même si, comme je suis à la bourse, j'ai dû enlever des trucs sur les présentations. Il n'y aura pas de portion histoire cette année. Enfin, la portion histoire ne sera pas autant développée que les années précédentes, puisque là, je sais déjà que j'aurai pas le temps de les écrire. Voilà, il y a eu des choses à faire autres que la chaîne, donc j'ai pas pu m'y mettre. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Une belle course avec du suspense cette année, hein, Liège-Bastogne-Liège féminin. Alors même si l'édition masculine n'était pas catastrophique, il y a eu du beau spectacle, notamment avec la chute qui a créé cette bagarre à distance, on va dire, entre Van der Poel et Pogačar. C'est vrai que l'édition féminine était pas mal. Moi j'ai préféré l'édition féminine à l'édition masculine. Parce que on s'est un petit peu fait avoir par l'échappée, tout simplement, avec un groupe qui était parti, et puis dans ce groupe-là, il y avait du beau monde. Il y avait du Lorena Wiebes, alors on savait que pour la grimpette ça allait être compliqué, mais on avait surtout Grace Brown, on avait Kim Katzo également qui a résisté très longtemps. Et j'ai envie de dire qu'on a eu un petit peu le même scénario que sur les autres classiques ardennaises. Lidl et SD Works ne voulaient pas rouler. Sauf que c'est comme si UAE et Visma voulaient pas rouler et qu'à côté tu avais des équipes qui étaient quand même et attendaient que ça soit Intermarché et Cofidis qui roulent. Voilà, c'est un peu la situation actuelle. SD Works et Lidl Trek surdominent depuis le début de saison. Sur ces Ardennaises, ces deux équipes n'ont pas voulu rouler. Mais vraiment pas du tout. Ça a été très surprenant encore. Et ce qui fait que on a eu à la Redoute, il y avait quasiment 3 minutes d'avance pour les filles de devant. Autant te dire qu'à la Redoute, je commence à me dire il va falloir sacrément accélérer un moment, parce que si on reste dans ce faux tempo, dans ce faux train, on risque de parvenir sur les filles de tête, surtout que ça roulait bien devant, avec Elie Chabet aussi, parce qu'il n'y avait pas la Canyon SRAM qui pouvait rouler, vu que vous aviez Elie Chabet. Donc Lidl a commencé à rouler, mais on n'allait pas hyper vite non plus. Et puis dans la côte de la Roche au Faucon, ça a vraiment accéléré, ce qui fait que les trois de devant, donc Katzo, Brown et Elie se sont fait rattraper par Longo Borghini, Vollering et Neviadoma, et on a eu un final à suspense, parce qu'on se disait est-ce que les trois qui étaient à l'avant de la course vont encore avoir l'énergie pour revenir. On voyait bien que du côté de Kim Katzo c'était compliqué. Grace Brown semblait pas non plus au mieux, surtout qu'à un moment elle rate une courbe. À un moment, Grace Brown elle rate complètement un virage, obligé de faire un effort avec Katzo pour revenir. Ça lui a pris du temps. Et puis on se retrouve dans la dernière ligne droite avec Elie Chabet puis Neviadoma qui tente, parce que les deux n'avaient pas une grande pointe de vitesse, et on savait qu'en cas de sprint, Longo Borghini, Vollering semblaient au-dessus, mais Grace Brown, si elle était fraîche, pouvait battre ces deux filles-là. Et puis, on a eu un début de sprint assez atypique, donc avec Neviadoma, avec Kim Katzo qui tente de prendre sa route, sauf que Kim Katzo n'a jamais réussi véritablement à revenir sur Neviadoma. Et puis derrière, Longo Borghini qui est obligé de faire le forcing avec Grace Brown dans sa roue, et Vollering qui était toujours en dernière position, assez mal passé. Et surtout, il y avait des écarts dans ce groupe-là. Les 6 n'étaient pas collées les unes derrière les autres. Et puis quand Longo Borghini lance son sprint, Vollering est parti avec un énorme temps de retard. Grace Brown, elle a décidé de sauter dans la roue de Longo Borghini, de la déborder, et elle a réussi à s'imposer devant Longo Borghini, puis Vollering qui prend une 3e place, mais qui n'a pas extrêmement bien couru, il faut bien le dire. Aujourd'hui, on regarde tout de suite les courses au top. Attaque de Marlou. Les courses au top, on commence avec Grace Brown. Belle victoire de Grace Brown. C'est une fille qui avait déjà fait podium sur cette épreuve. C'était une fille qui ces dernières années n'était
plus forcément leader. C'est-à-dire que notamment quand Cavalli gagne, je me souviens que Grace Brown fait beaucoup de travail en tant qu'électron libre, mais plutôt un rôle d'équipière de Marta Cavalli. Donc ça faisait depuis quelques temps que Grace Brown n'était plus forcément la leader de la FDJ. Et puis bon, il y a eu la chute de Marta Cavalli, mais on se disait Evita Music. Mais Evita Music, pour l'instant, c'est surtout sur la Flèche Wallonne où elle arrive à performer. C'est vrai que sur Liège ou sur l'Amstel, c'est plus compliqué pour Evita Music. Là, Grace Brown a joué son va-tout, mais les filles de la FDJ ont plutôt été offensives sur cette semaine. Elle a tenté le coup. Puis après, derrière, ça gagne. C'était la seule classique qui restait la seule ardennaise, pardon, qui résistait à la FDJ Suez. Non, c'est une belle victoire. Belle victoire pour Grace Brown, qui a réussi à faire la différence dans le final, qui a cru en ses chances. Je pense qu'au final, la courbe ratée a presque été un mal pour un bien pour Grace Brown. Parce que ça lui a peut-être enlevé de la pression. Elle s'est dit, putain, j'ai échappé presque à la catastrophe de me retrouver lâché à 6 bornes de l'arrivée. Et je pense que ça lui a enlevé peut-être de la pression qu'elle aurait pu avoir sur les épaules. Ce coup de chaud, peut-être, a été un mal pour un bien pour Grace Brown. Et puis, c'est une belle journée pour elle. Et puis, c'est, je pense, la plus belle victoire dans son palmarès, même si... son palmarès est loin d'être horrible à Grace Brown aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une belle victoire pour une fille qui est en fin de contrat. Il y aura peut-être une réflexion à avoir sur quelle suite de carrière elle veut aller, si elle veut aller dans une autre formation. Ça fait depuis 3 ans qu'elle est chef des J-Suez. Est-ce que J-Suez aura les moyens de la conserver avec l'arrivée également de Demi Vollering? Elle a 31 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que ses résultats depuis le début de saison étaient un ton en dessous même de l'année dernière. 5e de la Dreikin University Elite Women's Road Race, qui est une épreuve World Tour. Vainqueur donc de Liège-Bastogne-Liège féminin. Mais si je regarde l'année dernière, elle avait fait 5e du Tour de Scandinavie, 2e des championnats du monde du contre-la-montre. Sur le Tour de France Femmes, elle avait fini 31e. 6e du Tour des Pyrénées, vainqueur du Tour de Bretagne également, vainqueur du Grand Prix du Morbihan, et puis vainqueur du Down Under. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression ces derniers temps qu'elle avait plus un rôle d'équipière, qu'elle n'avait pas forcément sur les grosses épreuves, qu'elle n'avait pas forcément la possibilité d'avoir le statut de leader, parce qu'il y avait Cavalli, parce qu'il y avait Musique, et que même sur d'autres courses, il y avait Loche Ardegest, donc c'était pas forcément évident pour elle. Et là, elle a réussi à remporter cette épreuve. Ça fait du bien pour Grace Brown. Puis encore une fois, elle n'était pas passée loin sur certaines courses. Elle avait fait 2 fois 2e sur cette épreuve en 2020 et 2022. Comme quoi les années paires lui réussissent sur Liège-Bastogne-Liège. Et bien voilà, la victoire pour elle. C'est sa 20e victoire en carrière. Eh bien, je pense qu'elle va bien s'en souvenir. Grace Brown, Et puis, elle a remporté également Bruges de Panne dans sa carrière. Donc, comme quoi, ça démontre que quand même, il y a des qualités sur les courses sur le plat. Elle avait fait 12 km en solo. Elle s'était imposée devant un groupe qu'avait remporté Emma Nosgard sur cette 4e édition. Et puis, oui, Grand Prix du Morbihan, Tour de Scandinavie, comme je le disais, une étape sur le Tour de Burgos également, et une étape sur le Tour de Scandinavie, une étape sur le Challenge by la Vuelta. Donc voilà, c'est une fille qui a remporté pas mal d'épreuves, sauf, je dirais, en Italie, je crois, sur le Giro, je crois qu'elle n'a jamais gagné. Et puis sur le Tour de France. Première victoire dans sa carrière, c'était en 2018 avec le titre de championne d'Océanie du contre-la-montre. Et puis ensuite, pas mal de résultats. Championne du Commonwealth également
du contre-la-montre chez les filles. Elle a commencé chez Wiggle, et puis ensuite elle a été chez Mitchelton Scott, avant d'aller chez FDJ. C'est une fille qui est arrivée assez tard chez les professionnels, parce qu'elle est arrivée à 26 ans, tout simplement. Donc, ce qui n'est pas véritablement habituel du côté du monde professionnel, mais bon. Et elle a commencé dans une équipe avec Sarah Gigante, qu'on a vu aussi aujourd'hui sur cette épreuve, elle qui est chez EJ Endurance, Sarah Gigante, qui était passée notamment chez Movistar et qui était dans l'échappée, Sarah Gigante, mais qui a eu un petit peu de mal à tenir, elle qui a remporté le Down Under et qui ira sur le Tour d'Espagne la semaine prochaine, Sarah Gigante, parce que je rappelle que du côté des courses féminines, il y aura le Tour d'Espagne. On poursuit avec les Bleus. Je voulais juste vous donner les résultats des Français. Juliette Labousse 8e. On a senti quand ça a accéléré qu'elle avait du mal à suivre. Evita Music 15, Carbaol 16. Donc elles ont fini dans un troisième groupe, pas dans le groupe Juliette Labousse, dans un troisième peloton. Et puis on a vu également Julie Bégaud dans l'échappée. Marion Brunel pour Saint-Michel qui a fini 39e sur cette épreuve. Voilà, du côté des concurrentes françaises qu'on a vu à l'avant de la course. Je poursuis avec Elisa Longo-Borghini. Pas grand chose à se reprocher Longo-Borghini, je pense aujourd'hui. Elle continue sur quand même son énorme saison, parce que Longo-Borghini cette année c'est quand même très impressionnant quand on regarde sa saison. 7e de l'UAE Tour, 3e du Etniusblad, 3e d'Estradé, vainqueur du trophée Oro, 33e de Gand, c'est son moins bon résultat sur une classique, 6e de travers la Flandre, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de la Flèche Brabançonne, 5e de l'Amstel Gold Race, 3e de la Flèche Wallonne, 2e de Liège, Bastogne-Liège sur cette année 2024. On notera aussi que de manière assez surprenante, aucune des deux grandes équipes, que ce soit Lidl Trek ou SD Works, n'a remporté une classique ardennaise. Donc à jouer à ce petit jeu de pas vouloir rouler, de pas vouloir travailler, eh bien ça leur a coûté peut-être un petit peu cher sur ces épreuves-là. Mais Elisa Longo-Borghini, oui, la seule erreur, c'est d'avoir laissé un peu trop de champ à une belle échappée comme celle-là. On avait quand même 13 filles devant. Avec Longo, avec Elise Chabet, on savait que c'est une fille qui passe bien les bosses. Grace Brown, c'est quand même une fille qui reste dangereuse. Et à 13, ça pouvait se relayer, donc c'était pas des filles qui faisaient beaucoup d'efforts. Et je pense que ça a été l'erreur du côté d'Elisa Longo-Borghini. Voilà, ça a été et de la Lidl Trek, c'est d'avoir laissé trop d'avance à cette échappée. Ce qui fait qu'ensuite, elle est obligée de faire un énorme effort en fait dans la Roche aux Faucons. Elle est obligée presque de monter au maximum à la Roche aux Faucons, alors que devant, Grace Brown avec Elise Chabet ont monté un peu moins vite sur cette côte, ont été un petit peu plus régulières, je pense, sur leur effort. Et après, c'est peut-être ce qui a joué sur le sprint. Ce qui a joué aussi, c'est que Longo-Borghini est obligé de boucher le trou qu'a laissé Neviadoma. C'est Cazzo qui fait la cassure sans le vouloir, parce qu'elle veut revenir, mais elle n'arrive pas à revenir. Et ce qui fait que Longo-Borghini est obligé de passer devant, et ça lui coûte de l'énergie. Et puis Grace Brown qui prend la bonne roue aussi. D'entrée, elle prend la roue devant Longo-Borghini. C'était pas une mauvaise idée de la part de Grace Brown, donc il n'a pas manqué grand chose sur cette classique pour Longo-Borghini, mais elle confirme sur son énorme début de saison, déjà 2278 points marqués au niveau World Tour. On la verra désormais sur les 3 grands tours, elle fera les 3 grands tours normalement, Vuelta, Giro, Tour de France, c'est ce qui est prévu du côté de la concurrente italienne. La Vuelta encore une fois à partir du 28 avril, Giro à partir du 7 juillet, et puis Tour de France, ça sera au mois d'août, à partir du 12 août, ça sera corsé, mon mois d'août, parce que avec la Vuelta également masculine qui commencera le... Je vais retrouver le nom. En 2024, on commencera quel jour?
pour l'étape 1, ça sera le 17 août. Donc voilà, vous allez voir, tout va un petit peu s'emplafonner les uns dans les autres trucs. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se retrouver en même temps, notamment au mois d'août. Donc on verra comment on arrivera à se débrouiller entre la Vuelta et le Tour de France femmes. Parfois ça sera peut-être compliqué de faire toutes les vidéos. Je vous l'annonce d'ores et déjà que ça va pas être évident, notamment sur les vidéos de présentation, les vidéos de débrief, ça va pas être évident du tout. Je vais avoir un mois d'août très très chargé. On poursuit avec Kim Katzo. J'ai bien aimé sa course à Kim Katzo parce que elle était dans l'échappée matinale. Donc vraiment avant le groupe de 13, Kim Katzo elle a tenté sa chance. Et puis il lui manque pas grand chose dans le final, un peu d'essence dans le moteur, mais je trouve qu'elle a très très bien couru. Voilà, elle fait quasiment 90 km d'échappée aujourd'hui, donc chez les filles c'est beaucoup, surtout que chez les filles dans le cyclisme féminin on a quand même beaucoup moins d'échappées que dans le cyclisme masculin. Et puis c'est une fille qui n'a pas forcément une grande expérience, elle a commencé en août 2022, elle a 22 ans, donc ça reste une fille très jeune. Vainqueur du Trofeo Pomontain Rosa cette année en Italie, remportant également la première étape de cette épreuve. Vainqueur également du championnat du Nouvelle-Zélande du contre-la-montre, deuxième de la course sur route. Et puis en 2023... eh bien, elle avait fini 5e du classement des jeunes du Tour de Scandinavie, 3e de l'étape numéro 2, mais elle avait assez peu couru, seulement 24 jours de course. L'année dernière, en 2022, on était sur 10 jours de course, notamment 5e du Mont Ventoux dénivelé de challenge, 16e de la classique Morbihan. C'était une fille qui, là aussi, avait assez peu couru. Donc c'est pas forcément elle a assez peu de repères aujourd'hui dans le cyclisme féminin, donc réussir à déjà obtenir des résultats de ce côté là c'est très intéressant. Et puis on espère que cette fille va progresser là vraiment dans le final. On sent que c'était compliqué au niveau physique, mais je trouve que sa course était vraiment pas mal à Kim Katzo, et puis je trouve qu'elle a tenté, elle a osé partir de loin. Elle n'a pas eu peur de le faire, donc ça c'était une bonne chose. Moi ça m'a vraiment plu ce qu'elle a réussi à faire Kim Katzo, donc j'étais content pour elle. Une belle 6e place sur une classique World Tour, c'est pas mal. Elle avait fait 5e du Trophée Oro également, et puis elle ne sera pas normalement sur la Vuelta. On essaiera de voir ce qu'elle fera sur la suite de la saison. Elle avait fini 18e des championnats d'Europe Espoir, et elle a une particularité l'année dernière, c'est qu'elle avait fait championnat d'Europe Espoir, et elle avait enchaîné avec les championnats élite au monde, parce que chez les filles on pouvait le faire, donc elle avait couru les 2 courses en ligne, de manière assez surprenante, soit 18e de la course Espoir, 78e de la course junior, 18e de la course junior. Ah non, j'ai dit une bêtise, parce que c'est vrai que la course Espoir était en même temps, c'est pour ça que j'avais le même classement le même jour, donc non, retirez tout ce que j'ai dit. 78e de la course élite et 18e de la course Espoir, sur les championnats du monde. Elle avait fait qu'une course, parce que ça me semblait surprenant qu'elle ait pu participer à 2 catégories différentes, sur 2 courses différentes, donc assez intéressant quand même, cette fille qui a commencé là aussi tardivement sa carrière. Elle a commencé en Nouvelle-Zélande, où j'ai pas de résultats avant 2022, et puis ensuite elle était passée dans une équipe qui s'appelait Torelli Kainan Island, qui était continentale, qui aujourd'hui s'appelle Torelli, qui existe toujours. À l'intérieur de cette équipe on a c'est assez hétéroclite. Michelle Geoghegan, qui est une Irlandaise, on a 2 Néo-Zélandaises, une Israélienne également, danoise, une Polonaise. Donc il y a pas mal de filles qui sont dans des équipes différentes, équipe qui participera notamment au festival LZ Jacobs au mois d'avril,
qui désormais se déroule. C'est 2 classiques désormais. Avant c'était une petite course par étape, maintenant ce sont 2 classiques. Et puis pas mal de courses au mois de mai également, notamment le trophée Martin Wynant pour cette formation irlandaise. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne de ce Liège-Bastogne-Liège, course féminine, pour moi le premier flop c'est Vollering. Je comprends pas comment elle a couru dans le final, Vollering. Bon, déjà, cette idée que la SD Works, sur les 3 classiques ardennaises, n'en reporte aucune. Déjà, c'est quand même un constat d'échec. Alors, certes, ils sont pas passés loin sur l'Amstel avec Vibus, mais je me dis même que le fait que Vibus se soit raté, est-ce que c'était pas la punition, c'était de partir dans un groupe dans Liège-Bastogne-Liège, alors qu'on sait que bon, elle passe pas super bien les bosses, même si elle a progressé dans ce domaine, Vibus. Je dirais que maintenant c'est plus un profil à la Philipson chez les garçons, mais du côté de Vollering je comprends pas comment elle a couru. Tout simple, enfin pour moi elle a super mal couru dans le final. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'il y a certaines filles qui sont quand même plus au top de leurs conditions physiques. Katso, tu le vois, ça doit se sentir quoi, qu'elle n'arrive pas à boucher le trou, et même qu'avant elle est limite. Donc il faut pas rester en 6ème position. Déjà parce que dans un groupe, rester en 6ème position, c'est la position du mec qui n'a pas de pointe de vitesse et qui essaye de sortir de l'arrière. Par exemple, ce qu'aurait dû faire Maori Van Sevenant sur l'Amstel, s'il voulait tout faire pour aller chercher la gagne, il aurait dû se mettre en 4ème position, rouler un petit peu décalé, comme ça tu prends de la vitesse et les autres ne peuvent pas sauter tout de suite dans ta roue. Bon, Vollering, elle n'a pas besoin de ça. Techniquement, elle fait partie des plus rapides du groupe. Donc, il fallait qu'elle soit devant. Vollering, il fallait qu'elle soit dans les 3-4 premières positions. Parce que comme ça, il y avait moins de filles à remonter. Donc, il fallait qu'elle soit dans la roue minimum de Grace Brown. Voire, moi, je serais resté dans la roue de Longo Borghini. Sauf que Vollering, elle n'a pas gagné depuis le début de saison. Et je crois que le vrai problème, il est là. C'est qu'elle est passée à côté de sa course parce que mentalement, elle n'a pas réussi sur ce début de saison. Certains considèrent que c'est l'incertitude sur la suite de sa carrière au niveau des équipes. Je suis pas totalement convaincu parce que Vollering, elle sait qu'elle va courir l'année prochaine. Elle sait pas encore dans quelle structure, mais elle sait qu'elle va courir l'année prochaine, Vollering. Donc je pense pas qu'il y ait une incertitude véritablement sur la suite de la suite de la carrière de Vollering. Est-ce que c'est un effet Jeux Olympiques? Est-ce que c'est une méforme? Parce que l'année dernière, elle fait quand même une grosse saison, Vollering. Moi, je pense surtout qu'elle avait les jambes, mais qu'aujourd'hui, elle a mal couru. Elle a mal couru, et je pense que c'est plutôt mentalement. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'une fille qui n'avait absolument pas confiance en ses capacités. Alors, est-ce qu'on lui a mis la pression chez SD Works? Est-ce qu'il y a un problème de relationnel en interne chez SD Works depuis qu'elle a annoncé son départ et que l'ambiance n'est pas top autour d'elle? Et là, pour moi, physiquement, elle avait les jambes, donc elle pouvait faire bien mieux. Alors certes, on va me dire, elle est 3ème quand même, oui, mais la manière est pas top. Et bon, pour moi, vu comment elle fait, vu comment elle court, vu comment elle termine son sprint, la victoire était jouable, hein. La victoire était jouable pour Vollering, donc non, il y a une grosse frustration. Et puis encore une fois, cette manière de courir depuis 3-4 courses qui est assez bizarre du côté de la SD Works. Donc je pense qu'il y a des erreurs pour cette formation. On va voir maintenant la suite de sa saison pour Vollering. Mais ouais, j'espère qu'il y aura des résultats, parce que là, c'est vrai que pas de victoire. Alors, c'est pas catastrophique, hein, le début de saison de Vollering, mais il est en deçà de ce qu'elle a fait les années précédentes. Et on sent que mentalement, c'est pas top. Alors, est-ce qu'il y a un truc personnel qui pourrait expliquer ces contre-performances? Peut-être. Mais là, sur cette épreuve-là, pour moi, 3ème, vu comment elle finit 3ème, elle pouvait largement s'imposer aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une déception. Enfin, c'est surtout la manière qui m'a déçu. Le résultat, encore 3ème, je sais pas, 3ème place, c'est bien. Mais la manière dont elle a obtenu cette 3ème place, pas bien. Pas bien du tout. Realini. Ça a été compliqué sur cette semaine de compétition, Gaia Realini.
Elle aussi, grande saison 2023. Moi, m'avait vraiment émerveillé. Puis sur ce début de saison 2024, je crois que ça a été plus discret pour le moment. J'ai oublié de vérifier du côté de Gaïa Realini, avec une flèche wallonne où elle n'est pas dans le coup, elle n'a pas supporté le froid. Gaïa Realini, et elle n'a pas supporté non plus, je crois, les conditions fraîches de Liège, parce qu'elle n'a jamais véritablement été dans le coup. C'est vrai que ces classiques ardennaises n'ont pas été top depuis le mois de mars, en fait, c'est difficile. Autrefois, Alfredo Binda 26, 27 de Flèche Valmonson, la flèche wallonne 22, 40 de Liège-Bastogne-Liège. Et sur ce début de saison, alors pas de victoire, 4e de l'UAE Tour, 2e du Tour d'Extrémadour, sur la semaine internationale de Valence 5e, où il y a quand même eu quelques résultats, même s'il manque, je dirais, la victoire, mais peut-être compliqué d'enchaîner, après ça, il faut le dire, une très grande année 2023, c'est pas facile d'enquiller, de repartir sur une deuxième saison. Alors on la verra également sur le Tour d'Espagne, Giro Tour de France, elle aussi elle va enquiller en termes de résultats. Je pense que sur ces classiques là, physiquement elle a souffert. Elle a souffert physiquement. Alors est-ce que c'était un manque de forme, est-ce que c'est pas plutôt le froid? C'est un petit gabarit, Gaïa Realini. Encore une fois, 1m50, 40 kg. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gras sur Gaïa Realini. Donc forcément, quand il fait frais, c'est plus compliqué pour les petits gabarits. Pourquoi sur les Ardennaises on a plutôt aussi des mecs costauds? Parce que les petits gabarits dans le froid, c'est pas évident. Et là, c'est vrai que y a eu une grosse vague de froid. Flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège, sur les deux courses. Que ça soit garçons et filles, même d'un côté comme de l'autre, on n'a pas dépassé les 5-6 degrés au niveau du thermomètre. Et c'est vrai que pour un petit gabarit comme ça, c'était peut-être pas forcément évident. C'est dommage parce que l'année dernière, elle avait été performante sur ses épreuves. 7e de Liège, 3e de la Flèche wallonne. Donc elle s'en était mieux sortie l'année dernière sur ses épreuves. Là, ça a été un petit peu en retrait du côté de Gaïa Realini. L'année dernière, on se souvient qu'elle avait fait 3e de la Vuelta. Dommage, c'était ce fameux coup de bordure qui lui avait coûté extrêmement cher. Et puis elle avait fait 3e également du Tour d'Italie féminin avant d'aller sur le Tour de l'Avenir où elle avait pris la 3e place derrière Sharon Van Den Roy et Anna Chaclet du côté des filles. Et puis on l'avait vu également 9e sur le Tour de Romandie. Elle avait participé également au championnat du monde de gravel en toute fin de saison. Donc là on va voir ce que ça va donner sur le Tour de France. C'est sa première participation sur le Tour de France, Gaïa Realini, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout l'Alpe d'Huez. Ça peut vraiment bien se passer pour elle, du côté de l'étape de l'Alpe d'Huez, donc le dernier jour de compétition. Et puis je termine avec Persico. Persico, elle, c'était une grande année 2022. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Alors là, elle finit 13e. C'est vrai que vu ses qualités physiques qu'elle avait montrées en 2022, c'est une fille qui a un grand punch naturel. C'est une fille qui a gagné la Flèche Brabançonne l'année dernière, notamment. Et puis, 7e du Tour des Flandres cette année. Donc c'est une fille qui sait être performante sur les côtes type la Redoute. Mais là, ça a été plus compliqué pour elle. Voilà, moi j'avais été émerveillé en 2022. En 2023, déjà moins émerveillé. Je rappelle qu'elle était 3e des championnats du monde, 5e du Tour de France, 7e du Tour d'Italie, vainqueur du mémorial Monica Bandini également, 3e du festival Elsie Jacobs, donc qui est désormais sur 2 classiques. On l'avait vu également vainqueur du Grand Prix de la Libération en Italie, donc Grand Premio della Liberazione. 9e également de Gand cette année-là. 2023, plus compliqué. Mon 2e des championnats du monde de gravel. 5e des championnats d'Europe. 5e également du Tour de Romandie. Mais ça y est, sur le Tour de France, elle était passée un petit peu à côté. Tour d'Italie, ça avait été un petit peu plus difficile aussi que l'année d'avant. Donc voilà. Petite déception pour moi, pour Silvia Persico, parce que c'est des parcours où elle doit
obtenir des résultats. Et puis, autant au début on disait elle est jeune, là maintenant elle a 26 ans quand même. C'est vrai que chez UAE, jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui, en termes de résultats, est peut-être un petit peu décevante par rapport à l'équipe masculine. C'est vrai que depuis le début de saison, une seule victoire avec Gasparini. C'est pas fantastique quoi, pour cette équipe. Donc c'est un petit peu décevant pour cette formation avec Eugenia Bugiac par exemple, Bertizzolo, Amia Lusic, Consoni également, Gasparini dans cette formation, ou donc Silvia Persico et Swinkels qu'on avait vu en début de saison, la néerlandaise. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!